Parfait. Et ben du coup, je vais pouvoir. Donc, Amaury vient de nous rejoindre. Donc, c'est parfait. Ouais, tu peux le basculer en live. Donc, on va accueillir Amaury maintenant. Hop. Donc, c'est Amaury Guinard. Voilà, super. Salut Amaury. Cofondateur de Sofub qui gère les programmes C2E Colliactive. Donc, le programme a été lancé il y a 1 an et c'est un programme qui est assez inédit puisqu'il permet d'accélérer la transition vers l'industrie de la livraison décarbonée, ce qu'on appelle la cyclo-logistique. Donc, Amaury, je te laisse nous présenter Colliactive, si tu veux partager ton écran. Parfait. Hop. Donc là, je pense que tu as en bas le partage d'écran. Présentation, pardon. Non, je peux te partager. Hein. J'ai ta présentation, tu veux que je la partage? Oui, je veux bien, si ça ne te dérange pas. Comme ça. Hop, c'est parti. Hop. Check. Voilà, c'est parti. Oui, donc le programme est né d'une volonté d'utiliser le dispositif des certificats d'économie d'énergie pour inciter le développement de la cyclo-logistique, donc d'un mode de livraison plus sain, plus doux, et donc et surtout plus respectueux de l'environnement. Et donc pour ça, on s'était rapproché. Alors c'était donc moi à l'origine et assez vite rejoint par la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Et nous sommes rapprochés des différentes entreprises de cycle logistique pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à développer votre activité plus vite. Et leur réponse a été assez unanime, c'est de dire on a besoin de plus de flux, on a besoin de plus de flux de colis, on a besoin qu'on nous confie plus de colis pour finalement gagner en efficacité et surtout densifier nos tournées. Et donc là, on s'est inspiré de ce qu'on faisait depuis longtemps, parce que moi, je suis salarié de Sonergia, qui est spécialisé de l'efficacité énergétique depuis 12 ans, qui accompagne notamment des collectivités, des bailleurs sociaux ou autres sur la rénovation de leur parc énergétique. Et un de notre levier, c'est donc de leur proposer de l'argent pour faire ces travaux d'efficacité énergétique. Et c'est un levier assez incitatif. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de s'interroger sur comment est-ce qu'on peut proposer de l'argent à celui qui décide de confier des colis, non pas à la camionnette thermique, mais à la cyclo-logistique. Et donc, c'est comme ça qu'est né le programme Colliactive que je vais vous développer. Mais donc, voilà pour la genèse. On cherchait vraiment par quels moyens est-ce qu'on pouvait utiliser le dispositif des C2E, donc de l'efficacité énergétique, enfin la valorisation de l'efficacité énergétique, au service du développement de la cyclo-logistique. Cyclo-logistique qui répond à une vraie problématique qu'on voit là sur la slide en chiffres, puisque plus de 20% de la circulation urbaine est générée par le transport de marchandises. Je crois même que c'est 25% maintenant. 30% de la pollution de l'air vient de la logistique. Donc, c'est quand même colossal quand on voit toutes les problématiques liées à la qualité de l'air, notamment à cause des particules fines, où on considère qu'il y a plus de 40 000 décès prématurés liés à cette pollution de l'air. Mais on ne parle pas de tous les enfants asthmatiques. Vraiment, il y a un nombre d'effets collatéraux liés à la logistique par mode thermique qui est assez fort. Enfin, même si on compare par rapport aux chiffres du Covid, 40 000 morts par an, c'est 3 années de Covid, quoi. Mais non, c'est plutôt, il faut 3 années de pollution. Bon, bref, c'est le contraire. C'est un tiers d'une année de Covid, si on parle de Covid. C'est assez impressionnant. Tout ça dans un contexte qui ne va pas s'améliorer parce que, notamment grâce ou à cause de la crise du Covid, les modes de consommation ont évolué. Donc, il y a un vrai boom du e-commerce. On considère qu'entre 2018 et 2028, le nombre de colis qui sera livré va doubler. Donc là, on est aux alentours d'1,4 milliard. Entre 1,2 milliard et 1,4 milliard de colis livrés par an. C'est vertigineux dans la mesure où on était à moins d'1 milliard il y a 2 ans. Il y a 3 ans. Pardon. Voilà, donc il y a un vrai sujet du moment qui est de trouver une alternative à la livraison par mode thermique. Alors, il y a la livraison par mode électrique, ce que la Poste a déjà très bien fait en convertissant une partie de son parc avec des véhicules électriques. Mais on garde encore un petit souci, c'est l'encombrement de la voirie. Et donc, la nuisance au flux global de circulation,
dans la mesure où s'il y a un véhicule électrique qui bloque la circulation, ça bloque la circulation pour tous les véhicules thermiques derrière. Donc, on continue à avoir une problématique d'émissions. Donc, c'est une réponse, mais c'est une réponse partielle. Et puis, il y a encore un autre sujet, c'est que, bon, sans rentrer trop dans le détail, il y a plus de 50% de la logistique de colis qui est sous-traitée à des entreprises qui, elles, n'ont pas les moyens de se payer des véhicules électriques et qui est encore sur des véhicules thermiques qui sont particulièrement polluants. Ouais, je crois qu'on peut passer à la slide suivante pour le contexte en chiffres. Donc, bon, bah, vous avez compris. Il y a quelques avantages à la livraison douce, puisqu'elle fait moins de bruit, donc il y a moins de nuisances sonores. Elle est décarbonée, donc en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on y gagne. Elle est plus coûteuse. Je vais le présenter à la slide suivante parce qu'il y a un process qui est un peu plus... qui nécessite un toucher de colis supplémentaire. Mais dans les faits, elle est quand même beaucoup plus efficace. On parle de 40% d'efficacité d'efficacité en plus, c'est-à-dire qu'on arrive à livrer 40% de colis en plus à vélo qu'en camionnette. C'est essentiellement dû à deux facteurs. Le trafic, voilà, on est moins tributaire du trafic, il y a des bouchons et tout ça, et on met beaucoup moins de temps à se garer. Il y a aussi un autre facteur d'efficacité, c'est que comme on est bien garé, ou du moins on ne gêne pas le flux de circulation, on a plus de temps pour trouver le destinataire du colis, et donc on a moins de retour colis. C'est-à-dire qu'on repart moins souvent avec son colis, puisqu'on trouve le destinataire plus souvent. Et on part d'un gain de 2/3, hein, juste de 66% de gain, juste sur le fait d'avoir plus de temps pour trouver le destinataire. Donc la cyclo-logistique, c'est une vraie réponse. C'est une vraie réponse à cette explosion qu'on est en train de vivre de en logistique liée à notre mode de consommation. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Voilà, là, on voit bien le fait qu'on a besoin d'un toucher de colis supplémentaire, c'est qu'on a besoin d'apporter les colis en ville parce que les tournées de livraison partent, non pas de relais colis comme c'est écrit sur cette slide, mais d'entrepôts de logistique urbains, qui parfois sont mobiles d'ailleurs, parfois sont des grosses camionnettes et les dispatchings de tournées se font au cul du camion. Mais le gros, le gros de la problématique, c'est réussir à avoir cet entrepôt de logistique urbain en ville, souvent dans les endroits qui coûtent cher, où le foncier est cher. Donc ça, c'est aussi un changement de process parce que aujourd'hui, les camionnettes thermiques partent d'entrepôts extra-urbains qui sont d'ailleurs de plus en plus loin, souvent aux alentours des sorties d'autoroute ou autres, qui sont de plus en plus loin des villes et qui viennent faire leur tournée en ville et qui repartent. Là, il faut une camionnette qui apporte en ville, si possible verte, et derrière, les tournées de livraison peuvent partir. Donc, c'est vraiment le maillon de la chaîne en plus qui est compensé assez vite, et c'est tout l'objet du programme Colis Actif, par l'efficacité de la livraison active. Mais au début, il faut quand même amorcer la pompe. Il faut qu'il y ait suffisamment de flux pour justifier d'avoir un hub en ville complémentaire et avoir suffisamment de flux pour que derrière les tournées des livreurs soient suffisamment denses pour que l'efficacité soit bien au rendez-vous. Voilà. Donc là, voilà, on voit un peu le cheminement du programme, c'est d'apporter une prime qui va être dégressive dans le temps parce que naturellement, les tournées se densifient. Donc la prime va être dégressive pour être juste. Et d'ailleurs, dans le calcul de la prime, on prend en compte la densité de la livraison. Pour être plus précis, la prime, c'est 2 € par point de livraison, plafonné à 10 € par heure, enfin 5 à 10 € par heure. Et donc déjà, là, on a une dégressivité qui est liée au fait qu'il y a plus de colis livrés par heure, parce que les colis sont plus proches les uns des autres, parce qu'on a densifié les tournées, parce qu'on a réussi à récupérer plus de flux. Ensuite, on a une approche dégressive aussi qui est d'essayer d'inciter les entreprises qui confient des colis aux entreprises de cyclo-logistique. Donc, ce sont les transporteurs-chargeurs, donc ce sont des filiales colis de la Poste, ce sont des DHL, des TNT, des UPS, et d'autres, ou ce sont des chargeurs comme des entreprises qui gèrent cette partie amont. Donc, ça va être, je ne sais pas, Decathlon fait ça, vous avez pas mal de marques de vêtements qui livrent aussi directement. Ils vont venir ventiler leurs colis auprès de leur boutique et après, ils vont confier le reste de leurs colis à des entreprises qui font directement le dernier kilomètre.
Enfin, voilà, donc c'est ce qu'on appelle les transporteurs-chargeurs. Et nous, sont eux que l'on veut venir inciter à consommer plus bio sur le dernier kilomètre. Donc, arrêter de passer par des véhicules thermiques ou des entreprises qui utilisent des véhicules thermiques, mais passer par des entreprises de cycle logistique ou des entreprises qui livrent à pied. Donc là, on voit bien la dégressivité et la notion de zone, c'est-à-dire qu'au début, spontanément en centre-ville, la cyclologistique s'impose parce qu'elle est globalement plus rentable. Et en revanche, autour, c'est toujours un peu plus compliqué. Et donc, c'est pour ça que nous, on va venir conserver une prime plus élevée en périphérie de la ville pour que les transporteurs confient bien des tournées également en dehors. Et là, on arrive au maillon le plus important et le plus intéressant, c'est comment est-ce qu'on prouve que les tournées de livraison sont bien faites en vélo. Et donc pour ça, SmartBee nous accompagne depuis 1 an et demi, je pense, maintenant, à la fois avec la plateforme qui gère tout le flux, toute la gestion des différents utilisateurs qui interviennent. Donc, ce sont les territoires qui financent une partie de la prime. C'est bien sûr nous qui finançons l'autre partie grâce au dispositif des C2E. Ce sont les opérateurs du dernier kilomètre qui, eux, transmettent les données de livraison que je vais détailler après pour qu'on puisse prouver qu'ils ont bien fait le job en vélo ou à pied. Et ce sont aussi leurs clients, les transporteurs-chargeurs, qui viennent reporter l'évolution de la ventilation des modes de livraison qu'ils utilisent. Ça nous permet de pouvoir suivre le report modal de manière macro. Et donc, c'est un point assez important. Mais donc, voilà, c'est une plateforme multi-utilisateur qu'ils ont développée pour Colliactive. Et ensuite, ils ont mis en place donc, toutes les interfaces, enfin l'API et les interfaces qui se connectent à l'API pour collecter les données de livraison. Les données de livraison qui ont deux raisons d'être un peu primaires, qui est de valider donc, le mode de déplacement, que c'est bien en vélo ou à pied, et de valider le nombre de colis par heure sur une tournée. Ça va permettre de calculer la prime de manière juste, en prenant en compte la densité de livraison, et donc de rétribuer aussi le bon transporteur-chargeur qui s'est mis à consommer bio. Voilà. Autre effet plutôt positif du fait de collecter toutes ces données, c'est qu'on arrive à cartographier les flux, on arrive à cartographier les densités de livraison, qui sont des outils très intéressants pour les territoires dans leur programmation de travaux, d'aménagement de voiries cyclables. Certaines collectivités mettent même à disposition du foncier pour permettre la construction ou du moins l'utilisation de surfaces inoccupées pour faire des hubs de logistique urbain. Donc voilà, donc c'est un outil complémentaire à la décision pour adapter l'espace public à l'usage du vélo et à la cyclo-logistique, puisqu'on se retrouve avec des voies où il y a une cohabitation de plus en plus forte entre des vélos cargo et des vélos qui n'ont pas du tout la même emprise. Donc c'est des choses qu'il faut anticiper et qu'il faut accompagner. Et donc, au cœur de tout ça, SmartBee a apporté une petite brique complémentaire qui est une éco-blockchain qui a pour vocation de s'assurer qu'il n'y ait pas d'altération dans le temps des données d'entrée et de sortie de l'algorithme qui détecte les modes de livraison. Alors, altération volontaire ou pas d'ailleurs. Et c'est une éco-blockchain éco parce que elle n'est pas... Alors là, je pense que j'ai pas mal de spécialistes en face de moi, donc reprenez-moi si je dis des bêtises, mais elle consomme assez peu d'énergie pour deux raisons. La première, c'est qu'elle n'est pas basée sur les technos qu'on connaît de minage ou autres, enfin les protocoles qu'on connaît de minage ou autres qui sont particulièrement énergivores. Là, c'est finalement un registre qui est juste dupliqué à différents endroits et la vérification repose sur le fait de s'assurer qu'aux différents endroits, le registre est toujours le même et qu'il n'y a donc pas eu de modification de données, puisqu'on a toujours la même copie conforme aux différents endroits. Et la deuxième raison, c'est que plutôt que de stocker toutes les données, parce que là, on a des terras de données, parce qu'on on est en centaines de milliers de colis, donc centaines de milliers de points GPS, voire je pense qu'on est en millions, voire en milliards de points GPS stockés. On va juste prendre on parle d'empreintes. En fait, on va juste prendre des morceaux de données
un peu comme si on prenait juste des morceaux, des pièces d'un puzzle. Et comme on a 5% des pièces du puzzle qui sont toujours au bon endroit, et ben voilà, on se dit c'est bon, le puzzle est toujours là. Et donc c'est un peu, c'est une manière de stocker beaucoup moins de données que si on avait stocké 100%. Parce que la deuxième chose la plus énergivore, c'est le stockage de données. Donc on a voulu, SmartBee, parce que c'est vraiment la blockchain de SmartBee, a voulu réduire l'impact énergétique de sa blockchain. Et donc voilà, moi-même, j'étais très récalcitrant au début en disant mais comment vous voulez vendre une blockchain alors qu'on est sur un projet d'économie d'énergie? On va forcément avoir des coups de frein à main. Et en fait non, il y a vraiment voilà, l'impact énergétique est vraiment faible et ça a vraiment une valeur ajoutée en termes de sécurité décentralisée que permettent toutes les blockchains en général. Voilà pour la partie data. Alors, en conclusion, pour les territoires, donc c'est un bon moyen de synthétiser pourquoi participer au programme. Donc, c'est bien sûr de réduire les nuisances liées à la logistique urbaine qui se développe à vitesse grand V. C'est aussi d'améliorer le service de livraison parce que, déjà, comme je vous l'ai dit, ils ont plus de temps pour trouver le destinataire parce qu'ils sont mieux garés. Donc ça, déjà, c'est un plus. C'est aussi parce que comme ils ont moins de problèmes d'aléas trafic, ils arrivent à livrer sur des créneaux beaucoup plus faibles. Donc, ils sont beaucoup plus précis. Donc, pour le destinataire du colis, c'est toujours mieux d'être bloqué une heure qu'une demi-journée. Bénéficier d'un reporting, donc ça, c'est plutôt utile quand on veut communiquer auprès de ses administrés et les sensibiliser, d'avoir des chiffres concrets. Donc ça, on donne un reporting mensuel qui le permet. Surtout dans une logique de mise en place de zones à faible émission, où il y a des contraintes qui arrivent, de restrictions de circulation. Et donc le fait de montrer que sur la partie logistique, voilà, on accompagne en communiquant régulièrement sur ce qui se passe, c'est montrer aussi que le politique a agi pour accompagner le changement. C'est pas juste le bâton, il y a aussi une carotte et un accompagnement au changement qui est particulièrement apprécié. Cartographie des flux, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Et il y a un label qu'on est en train de mettre en place pour permettre au territoire de communiquer sur le territoire pour une livraison propre, avec même certains maires qui nous ont demandé d'éditer des panneaux, comme les villes fleuries, qu'on va mettre à côté des panneaux d'entrée de ville. Donc voilà, donc la logistique parle beaucoup aux élus et c'est un vrai bonheur parce qu'il y a une bonne réception du programme. Et j'en profite pour faire la transition avec on lance aujourd'hui, je n'ai pas encore mis l'appel à manifestation en ligne, mais je vais le faire dans la journée. On lance alors pour revenir un peu plus sur le contexte, donc la ministre de la Transition écologique a lancé en mai dernier un plan cycle logistique et elle a profité de son lancement pour vanter les mérites du programme. Et donc, elle nous a attribué une enveloppe de 6 millions d'euros complémentaires qui nous permet de faire bénéficier du programme plus de territoires. Alors, dans les faits, tous les territoires de plus de 150 000 habitants peuvent déjà en bénéficier, mais ça a un coût. Et là, cette enveloppe complémentaire permet de prendre en charge à peu près 2/3 du coût du programme, ce qui permet d'avoir un besoin de l'ordre d'1,10 € par habitant de la part des territoires sur 3 ans, ce qui est tout à fait raisonnable pour un budget territoire qui a envie d'accompagner une logistique urbaine alternative. Et donc voilà, je profite d'aujourd'hui pour dire que voilà, l'appel à manifestation d'intérêt pour que les territoires candidatent est lancé et le dossier pourra être téléchargé dès la fin de journée et la réponse est attendue pour le 31 décembre avec différents critères de sélection que je peux même détailler dès maintenant. Donc, il y a le périmètre géographique en termes de nombre d'habitants, en termes de densité aussi. Il y a le degré d'avancement dans la mise en place d'une ZFE, parce que la loi climat-résilience prévoit que tous les territoires de plus de 150 000 habitants doivent mettre en place une zone à faible émission. Donc voilà, donc il y a ce critère-là qui est où est-ce qu'on en est.
Typiquement, une zone qui est déjà en contentieux sur ce sujet-là, c'est-à-dire qui dépasse déjà les seuils prévus, sera forcément favorisée. Et ensuite, quels étaient les autres critères? Je crois que sont vraiment les deux critères principaux. Oui, le troisième critère, c'est les actions qui sont déjà mises en place en faveur du développement des mobilités actives, notamment le vélo, et plus particulièrement de la cyclo-logistique. Cette extension est possible parce qu'il y a déjà 5 territoires qui en bénéficient et ça se passe déjà bien sur certains de ces 5 territoires, ce qui nous a permis d'avoir un premier retour d'expérience, de l'effet incitatif surtout que ça a pu avoir. Et on voit vraiment les flux de colis confiés augmenter et on est vraiment... nous-mêmes, on est particulièrement contents de s'être investi sur le projet parce qu'on voit que ça porte ses fruits. Et donc aujourd'hui, les territoires qui en bénéficient, c'est la métropole de Lyon depuis un mois. Donc ça, c'est très récent, enfin un peu plus d'un mois. Angers, Reims, Grenoble et un EPT à l'est de Paris qui s'appelle Paris-Est-Marne-Bois, qui contient notamment la ville de Vincennes, mais il y a Saint-Mandé, il y a Fontenay, enfin il y a différentes villes à l'est de Paris. Donc, ce sont des territoires qui bénéficient déjà du programme Colis Active et où donc les entreprises de cycle logistique qui livrent des colis, donc ça exclut la partie alimentaire, vraiment la partie colis en tournée, peuvent bénéficier de cette prime qu'elles déduisent de leur facture à leurs clients. Parce que l'objectif, c'est bien de les aider à avoir plus de clients, plus de flux de colis. Et donc, l'objectif, c'est d'inciter les transporteurs-chargeurs qui leur confient des colis à leur en confier plus. Voilà, je crois que ces chiffres sont plus tout à fait à jour en plus, mais on... Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur... Ouais. Alors, vous pouvez effectivement, je vais regarder sur la partie commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser à droite. Moi, j'ai une petite question, peut-être pour récapituler par rapport à ce que peut-être que les gens se posent aussi la question. Est-ce que tu peux récapituler un petit peu, c'est quoi le modèle financier, en fait, qui paye et combien, à qui, etc. On a compris qu'il y avait les dispositifs d'économie d'énergie, il y a les collectivités qui cofinancent. Comment ça se passe, la répartition? Tu avais parlé aussi dans ta présentation de zones en fait et de révision de la prime en fonction de la densité sur la zone, parce que si on comprend bien en fait, plus les zones vont être denses, moins il y aura besoin de financer la transition. Donc c'est vraiment un système qui a vocation à être temporaire dans les villes pour juste financer la transition. On ne veut pas doper entre guillemets l'économie, on veut juste financer la transition entre les deux. Si tu peux revenir un petit peu peut-être sur ce modèle. Alors déjà sur d'où vient l'argent. Donc, le dispositif des certificats d'économie d'énergie est basé sur le fait de contraindre ou d'obliger les vendeurs d'énergie à réaliser des économies d'énergie. Des objectifs leur sont fixés sur 4 ans par le ministère de la Transition écologique. Et s'ils n'atteignent pas ces objectifs, ils ont une amende qui est assez importante. Donc, pour pouvoir générer ces économies d'énergie, il faut inciter en général des maîtres d'ouvrage, donc par exemple des gens qui font des travaux, qui détiennent des immeubles, ou dans l'industrie, des gens qui vont essayer de rendre leur process moins énergivore. Et donc, ils vont venir leur proposer de l'argent pour faire des travaux qui vont permettre de réaliser des économies d'énergie. Et pour pouvoir prouver qu'ils ont inciter ces travaux d'économie d'énergie, ils vont créer un dossier C2E, dossier certificat d'économie d'énergie, qui va être tamponné par le ministère et qui va leur permettre de dire, voilà, dans ma besace, j'ai tant de certificats d'économie d'énergie, donc déjà sur cette partie-là, je n'aurai pas d'amende à payer. Et donc l'objectif, c'est d'avoir accumulé suffisamment de certificats sur la période pour ne pas payer d'amende. Donc ça, c'est d'où vient l'argent. Donc l'argent, il vient des vendeurs d'énergie
donc qu'on appelle les obligés, parce qu'ils sont obligés de générer des économies d'énergie, et qui peuvent déléguer leurs obligations à des entreprises délégataires, donc comme mon employeur qui s'appelle Sonergia, dont je parlais tout à l'heure, qui est délégataire et qui donc va aider ces vendeurs d'énergie à atteindre leurs objectifs en termes d'économie d'énergie. Et donc, il y a deux manières de créer des certificats d'économie d'énergie. La première, ça va être de financer des travaux. Tout ça est assez standardisé. Vous avez des fiches par type de travaux. Par exemple, j'isole 1 mètre carré de comble, j'ai le droit à tant de certificats d'économie d'énergie. Je sais pas, je change un moteur électrique pour un moteur plus performant, j'ai le droit à tant en fonction de sa puissance. Voilà, donc ça, c'est vraiment la partie, on parle de fiches standardisées. Et vous avez une deuxième partie qui sont les programmes. Donc, les programmes ne sont pas liés directement à une économie d'énergie. Ils sont liés à des initiatives qui vont permettre de créer un environnement favorable à la génération d'économies d'énergie. C'est aussi souvent des initiatives où on teste des choses. Colliactive, c'est un test parce que c'est la première fois qu'on se retrouve avec une mesure et une validation par la data des actions d'efficacité énergétique qui ont été faites. Faire un report modal d'une camionnette thermique vers un vélo électrique, ici un report modal, il y a une efficacité énergétique et nous on arrive en plus à le prouver par analyse de données. Donc il y a vraiment, voilà, c'est un test et c'est un test qui va, je pense, être de plus en plus, ça l'est déjà, hein, de plus en plus dans la tête à la fois du ministère mais aussi de tous ceux qui mettent en œuvre ce dispositif sur les années à venir, sur la décennie à venir en tout cas, parce que c'est toujours, ça prend un peu de temps de passer de l'incitatif standardisé à quelque chose de mesuré, dans la mesure où quand vous incitez quelqu'un, mais vous êtes capable de mesurer qu'un an après si c'est vraiment bien fait, c'est compliqué de lui reprendre l'argent qu'on lui a donné pour l'inciter. Donc il y a tout un décalage sur lequel je pense qu'il va falloir faire évoluer le dispositif pour que ce soit compatible. Mais en tout cas, je pense que Colliactive est plutôt un bon précurseur sur la mise en œuvre de cette mesure réelle de l'incitation et de son impact et de sa vérification. Ensuite, donc pour revenir donc eux, dans ce cas-là, les obligés reçoivent des C2E en échange de financer le programme. Donc, ils nous donnent 5 à 7 euros, ça dépend des programmes, et en échange, ils ont un certificat. Enfin, ils ont 1 mégawattheure CUMAC de certificat d'économie d'énergie. Oui, l'unité du certificat d'économie d'énergie, c'est le kilowattheure CUMAC, ou le méga, ou le giga, ou le tera, ou le tera, ça dépend des quantités. Parce qu'on parle de l'économie d'énergie faite par l'investissement, mais on la cumule sur la durée de vie de l'investissement, qui est définie de manière standard, donc cumulée, et après on l'actualise de 4% par an pour prendre en compte à la fois la baisse d'efficacité et à la fois j'ai une actualisation. C'est la quantité d'économie d'énergie qui est réalisée en kilowattheure, en fait, qui correspond en fait à l'additionnalité en fait du programme là en question, ou même des fiches dans le cadre des fiches C2E, quoi. Exactement. C'est plus dans les fiches, mais voilà, c'est l'unité de mesure en tout cas qui est retenue. Et donc la DGEC, donc la Direction générale énergie climat, nous a demandé d'impliquer le politique sur le sujet de la cycle logistique, notamment du fait des mises en place des ZFE, zones à faible émission, et donc nous a leur demander de cofinancer une partie. Donc là, typiquement, pour l'extension, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça coûte 1,10 € sur 3 ans au territoire d'être accompagné et de bénéficier du programme Colliactive, qui représente à peu près un tiers du coût du programme. Okay. Ensuite, donc ça, c'est d'où vient l'argent. Après, la question que tu as demandé, c'est comment est-ce qu'on calcule la prime et pourquoi est-ce qu'elle est dégressive. Et donc, la prime, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 2 € par point de livraison. Un point de livraison, il peut y avoir plusieurs colis, mais c'est 2 € par point de livraison, plafonné à 10 € par heure de tournée. Donc ça va permettre pour un
une entreprise de cycle logistique qui livre, je sais pas, par exemple 10 colis par heure, elle va toucher 10 € de l'heure parce qu'en fait, potentiellement, elle pourrait avoir 20 € si on était resté à 2 € par point de livraison. Mais sauf que là, comme on a plafonné à 10 € par heure, ça permet de limiter finalement à 1 € par point de livraison. Si jamais elle en livrait 20, eh ben, elle aurait 50 centimes par point de livraison. Et dans les faits, en moyenne, on est plutôt aux alentours de 60-70 centimes par point de livraison. Du fait justement de ce capage. Ensuite, on met en place des règles par zone géographique au sein d'un territoire, permettre d'adapter la prime dans le temps. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de garder sous perfusion la filière cycle logistique qu'on essaie de faire démarrer, c'est de juste l'accompagner au début et derrière de s'effacer. Donc les centres-villes, assez vite, ils n'ont plus besoin d'aide. En revanche, en périphérie, ils ont plus besoin d'aide. Et donc pour ça, on a une règle de calcul qui est en fait par phase. On regarde quelle proportion de colis a été livrée sur une partie par rapport à une autre. Et ça nous permet d'une période à l'autre de diviser par 2 le capage. Donc de passer de 10 € par heure à 5 € par heure, à 2,50 € par heure. L'objectif étant d'inciter à ce qu'il y ait un effet tache d'huile qui se crée. Qu'on ne reste pas sur de la cyclo que dans le centre-ville très dense, mais que ça se répand. Parfait. C'est assez clair. Donc, c'est collectivité, un mélange dans le financement collectivité et obligé d'économie d'énergie. Et effectivement, c'est un mécanisme de financement de transition qui a vocation à appuyer sur le territoire un développement homogène qui amène en fait le secteur économique de la cyclo-logistique à un point de volume, à des volumes en fait qui leur permettent d'être rentable tout simplement et d'avoir un modèle économique pérenne, quoi. Ça accélère un petit peu, ça accélère un petit peu la transition écologique. Très clair. Donc j'avais l'autre question qui était donc là on a compris que les villes en fait elles sont bordées parce que c'est des zones à faible émission qui potentiellement peuvent être intéressées par le déploiement ou l'accélération sur leur territoire de ce genre de développement économique. Maintenant les transporteurs et les chargeurs et les opérateurs, comment est-ce que vous les embarquez en fait est-ce que quand vous arrivez dans un territoire, forcément ils sont tous au courant et donc ils vous contactent, ou est-ce que vous allez démarcher activement? Vous démarchez qui d'ailleurs, les opérateurs? Parce que la prime elle est pour les transporteurs. Est-ce que c'est les opérateurs que vous démarchez d'abord ou les transporteurs? Comment ça marche? Alors pour que la prime ait vraiment de l'impact, parce que quand on discute avec des transporteurs comme les filiales colis de la Poste, même donner 1 million d'euros, j'exagère à peine, mais ça a un impact, mais à l'échelle du groupe qui est pas énorme, c'est pas hyper incitatif. Alors que quand c'est à l'échelle d'une agence, le fait d'avoir un gain même de quelques dizaines de milliers d'euros, ça a un impact réel sur le PNL de l'agence. Et donc c'est pour ça qu'on est passé, la prime on la donne à l'entreprise de cycle logistique, donc celle qui fait le dernier kilomètre, qui va la déduire de sa facture pour que ça rentre bien dans le PNL de l'agence et que ça remonte pas au niveau groupe où ça aurait beaucoup moins d'impact. Donc maintenant, en termes de comment est-ce qu'on les approche, la plupart du temps, ce sont les entreprises de cycle logistique qui se servent de nous pour les approcher en disant voilà, on a un argument de vente complémentaire, on fait partie on bénéficie, on va vous permettre de bénéficier du programme Colis Active et donc de gagner en coût de livraison, du moins au début, le temps que vous passiez par nous au début, puisque comme ils vont devoir créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un entrepôt de logistique urbain, alors soit c'est le transporteur qui le crée ou qui reconvertit une surface qu'il avait déjà, soit c'est l'entreprise de cyclo, mais quoi qu'il arrive, il y a un surcoût qui est lié à ça. Et donc le fait d'arriver en disant, bon, profitez du programme pour le faire maintenant, gagnez peut-être quelques années par rapport à ce que vous aviez prévu, parce que là, vous avez une aide financière qui va justement prendre en charge un peu ce surcoût, et donc qui va permettre d'amorcer la pompe plus vite. Donc le gros du démarchage est fait en fait par les entreprises de cyclo elles-mêmes, qui viennent nous voir spontanément,
parce que voilà, on a un petit peu de visibilité et donc et puis forcément quand vous donnez de l'argent, les gens viennent vous voir. Donc ça c'est plutôt le côté positif. Après, on a aussi une approche plus, on va dire que ça c'est l'approche bottom-up entre guillemets. On a aussi une approche plus top-down où on discute avec à différents niveaux régionaux comme nationaux, avec les plus gros transporteurs chargeurs qui confient donc des colis. Et donc ça, régulièrement, on essaye d'échanger avec eux pour les tenir au courant des nouvelles implantations et qui nous disent aussi les freins, eux, qu'ils rencontrent pour se développer. Parfois, c'est parce qu'ils ont pas d'entreprise, ils sont obligés de faire des appels d'offres quand même donc, c'est faire évoluer leurs appels d'offres pour qu'ils mettent la cyclo-logistique dedans comme une alternative prévue. Donc, c'est un accompagnement qui est un peu qui est pas encore industrialisé parce qu'on aurait besoin d'une personne full-time là-dessus. D'ailleurs, on cherche une personne, j'en profite, pour gérer à la fois la relation avec les territoires, qui est très imbriquée avec la relation des gros transporteurs, parce qu'ils se parlent, qui sont les mêmes interlocuteurs, et avec les transporteurs nationaux qui ont besoin d'avoir un interlocuteur chez nous, qui soit dédié et qui puisse à la fois les tenir au courant, mais aussi stimuler un peu, qu'on ne soit pas oublié. Donc voilà, donc on cherche une personne, une sorte de responsable grand compte qui gérera la relation à la fois avec les territoires et avec les transporteurs. Bah, c'est excellent, du coup, vous distribuez de l'argent, vous recrutez, c'est parfait. C'est bon développement économique, c'est parfait. Peut-être juste, je vais résumer, tu vas me dire si on est bon là par rapport au fonctionnement global en fait du dispositif. Si je résume, vous avez donc le R global de mon point de vue là, juste sur cette partie pour recoller un petit peu à cette notion d'additionnalité qu'on essaye de développer dans cet événement. En gros, vous avez défini un protocole que vous avez validé par l'ADEME et qui définit en gros que chaque coût de chaque transport et point de livraison va, en utilisant la cyclo-logistique, amener une économie d'énergie, mais par rapport en fait à un report modal sur le transport thermique. Après, on a une IA, donc un système de détection du type de mobilité qui permet de vérifier que les trajets ont bien été faits en vélo. Donc, ils sont un élément clé de ce protocole qui est de bien vérifier que la livraison est faite en vélo. Ensuite, on a un calcul qui est fait à partir des données de cette IA, des primes que les opérateurs doivent indiquer sur leur facture pour les transporteurs. Et puis après, vous vérifiez que les transporteurs, eux, ils engagent bien des livreurs à vélo à la place des livreurs qui livrent de manière thermique. Et après, une fois que vous avez vérifié toutes ces données, vous vérifiez quand même sur les factures des opérateurs que c'est bien la bonne prime qui a été reportée pour les bons montants. Donc, vous avez encore un contrôle qui s'ajoute sur la notification au transporteur de la prime qui a été calculée par le dispositif. Donc, on est toujours vraiment sur une notion de preuve de ce qui a été fait et pas d'hypothèse sur le nombre de livraisons qui doivent être réalisées. Et tout ça, en fait, cette preuve, elle est enregistrée sur la blockchain et elles apportent du coup la traçabilité sur les opérations. Et comme tu as dit tout à l'heure, effectivement, c'est un point important, on n'utilise pas de mécanisme énergivore pour faire l'enregistrement de la blockchain, donc on est sur simplement des registres décentralisés. Et l'intérêt, effectivement, c'est de conserver uniquement ce que tu appelais tout à l'heure les pièces du puzzle, mais ce qui est en fait une empreinte numérique de la donnée plutôt que la donnée, ce qui permet vraiment d'avoir la traçabilité de la donnée sans avoir besoin de la stocker. Et donc, on va faire la trace du paquet de données qui nous a servi à calculer plutôt que récupérer ça. Et donc, ces preuves-là, en fait, effectivement, elles apportent au dispositif. Alors, effectivement, c'est quelque chose, je pense, moi je l'ai vu nulle part ailleurs, et tu disais tout à l'heure que c'était assez original et on espère que ça va devenir une norme à terme, parce qu'un peu dans l'introduction, on a évoqué cette nécessité de prouver plutôt que d'espérer. Et donc, vous apportez vraiment une réponse sur ce sujet de comment est-ce qu'on fait pour financer quelque chose qui a été prouvé et une action qui a effectivement été réalisée. Et donc, enfin, je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent, en tout cas, sur les programmes C2E qui soient posés. Ouais, il y avait une question, ouais, c'est ça. Ouais.
C'était quoi? La perspective des véhicules autonomes, robots livreurs dans la livraison est-elle intégrée à ce modèle? Quelles conséquences? Bonne question ça. Quand il n'y aura plus de gens qui pédalent, on fait quoi sur les économies d'énergie? Je sais pas, tu veux... En plus, ça, on en parle beaucoup ces dernières semaines, donc, parce que la Poste, il y a pas mal de solutions qui commencent à sortir de terre. C'est assez complémentaire. Ouais. Même on peut étendre au fait que vous faites de la livraison en vélo, mais c'est des dispositifs qui sont parallèles aussi à la livraison électrique, parce que du coup, là, on est sur le développement de la livraison du domaine de la livraison à vélo, mais tout ce qui est lié à la livraison électrique, évidemment, c'est d'autres sujets et d'autres formes de transition en fait qui sont pas adressées par le programme. On est d'accord avec ça? Non, alors c'est pas adressé par le programme. Après, ça pourrait l'être assez facilement, pas sur la partie dernier kilomètre, mais sur la partie avant-dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer, et il y avait une proposition de programme dans ce sens, qui s'appelle Square Mile, mais il y a eu d'autres initiatives, hein, c'est pas la seule, où ils souhaitaient avoir un véhicule autonome d'où partiraient les tournées, mais que finalement, le véhicule autonome se déplace et que ce soit un hub mobile, donc un entrepôt de logistique urbain mobile, en quelque sorte, et que ça puisse permettre, d'ailleurs, être moins avec des vélos cargo, mais peut-être plus avec des vélos et des gros sacs à dos, et donc d'avoir des livreurs qui, un peu comme un essaim d'abeilles, se déplacent avec la reine étant le véhicule autonome. Donc, il y a pas mal d'applications possibles sur le véhicule autonome, avec toujours des contraintes réglementaires sur lesquelles tout le monde travaille, parce que le véhicule autonome, c'est quelque chose qui va arriver, quoi qu'il arrive, à court terme maintenant, et des contraintes de sécurité qui sont de mieux en mieux gérées. Donc, il n'y a pas il reste des freins dans la mise en œuvre, mais je trouve que les planètes sont plutôt en train de bien s'aligner sur ce sujet-là. Et c'est super. Alors, les drones, je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait être utilisé. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de sécurité, notamment de chute d'objets? Mais sur les véhicules autonomes, c'est clair que c'est intéressant et c'est bien qu'il y ait des alternatives comme celle-là qui se développent. Bon, je pense que la cyclo-logistique a quand même encore de beaux jours devant elle et que ce sont des solutions complémentaires pour enrayer les véhicules thermiques de nos villes. Ok, super. Écoute, top. Bravo pour cette innovation, hein. Je suis sûr que ça va inspirer d'autres industries pour créer des modèles de financement de transition qui se basent sur les mêmes mécanismes de preuve. En tout cas, je crois qu'il y a une nouvelle période aussi sur les C2E avec des programmes qui vont être lancés. Et donc, j'espère que ça va inspirer aussi d'autres acteurs à utiliser ce genre de dispositif pour prouver l'impact lié à la mise en place des programmes C2E. D'ailleurs, je crois aussi que Colliactive a été cité il n'y a pas longtemps lors de la Convention citoyenne des entreprises. Je ne sais pas si tu l'as vu passer d'ailleurs, Amaurik, ce post c'est un article qui a été écrit par Christophe Sempels, qui a été aidé par Rémi Bourganel et Nicolas Merle de chez nous, et qui sont peut-être parmi nous d'ailleurs, s'ils sont là, je les salue. Et qui effectivement explique à quel point en fait ces modèles de transition, comment le financement de la transition en fait est une étape très importante pour atteindre. L'idée c'est pas de zéro passer d'une économie A à une économie B, c'est vraiment d'arriver à mettre en œuvre des systèmes transformatifs qui accompagnent et qui financent en fait la transition en masse, et pour éviter les pertes en ligne, effectivement, de mettre en place des systèmes qui permettent de prouver tout ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Amaurik. J'espère que tout le monde aura bien compris le fonctionnement et l'intérêt du dispositif. Et je vais accueillir maintenant, s'il est en ligne, Thibaut de Goléjac de mobilité.co, qui est, je ne sais pas si tu me revois. Voilà, salut Thibaut. Voilà. Je te vois. Parfait. Donc mobilité.co. Je te vois par contre.